Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Iota et j'espère que tout va bien chez vous. Après vous avoir raconté toute l'histoire de la création de ces deux personnages que sont Astérix et Obélix, si vous ne les avez pas vus bien évidemment, je vous mets en épinglé pour aller la voir. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques petites anecdotes alléchantes de la création et d'aujourd'hui sur nos deux protagonistes. Alors, sans plus tarder par Toutatis, ou par tous les siens, ou par Jupiter, commençons. À force de représenter les sangliers sous l'aspect d'un joli petit énorme poulet rôti, les auteurs finissent par être invités à des soirées sangliers où on leur sert d'énormes portions. On croyait nous faire un immense plaisir, or le sanglier est tout à fait écœurant. Oh quand même, c'est bon le sanglier, putain. Eh, tu le manges avec les chasseurs là? En 1967, Uderzo et Goscinny avaient autorisé la création d'un premier parc Astérix entre Nice et son aéroport. Mais ce fut un désastre et le parc a très vite fermé ses portes. Quelques années plus tard, Uderzo visite Disneyland en Californie et se dit émerveillé par le don des Américains pour le show. Et pourquoi pas la même chose en France avec le héros au casque ailé? Folie, lui répond-on. Mais l'homme est têtu. Avec un peu de professionnalisme, un petit coup de coude sur une table solide et avec moins de soutien politique que n'en reçoit le projet Disneyland Paris, coucou Chirac, le parc Astérix sort de terre en 89. Et la réussite est telle qu'il fait la concurrence aujourd'hui avec le parc américain et fait également partie des meilleurs parcs d'attractions de France. Est-ce que vous saviez que dans le premier volet, il y avait un personnage qui avait été cité, mais qui bizarrement n'a jamais été vu et a totalement disparu? En effet, un personnage s'appelant Sous les Tropiques était inscrit dans la galerie des personnages comme guerrier sur la toute première monture du scénario original d'Astérix le Gaulois. Mais il a été finalement abandonné. À l'époque où on aperçoit le petit chien qu'Obélix décide d'adopter, un concours est lancé dans le journal Pilote pour lui trouver un nom. Plusieurs noms ont été proposés comme Trépédix, Pindépix ou même Patracoursix. Oh, c'est petit quand même, hein. Au final, un nom est sorti en grande majorité par les lecteurs, un nom qui fait aujourd'hui partie des chiens les plus connus de la bande dessinée, j'ai nommé Idéfix. Ça, je dois avouer, quand j'ai appris ça, j'ai vraiment bien rigolé. Au début des années 60, lors d'un conseil des ministres, notre cher général, Charles de Gaulle, s'est mis à appeler ses ministres en les appelant chacun d'un nom gaulois emprunté aux aventures d'Astérix. J'aimerais tellement payer une machine à voyager dans le temps pour être présent sur place et savoir les noms de chaque ministre. Je me demande qui était Abracoursix. Ça devait être lui. C'était qui Assurance Tourique? Ça, je veux vraiment bien le savoir, ça par contre, en vrai. Adressé aux auteurs, ils reçoivent un courrier venant du couvent des Dominicains d'Alger. Il contient la photocopie d'une page d'un ancien livre de psaumes, reproduction des traductions de la Bible de Saint Jérôme au IVe siècle. Le texte latin contient cette ligne: Ac in secunda editione Obellis et Astérixis illustratus. Astérix et Obélix dans la Bible? Mais une fois la traduction obtenue, on arrive à bien comprendre. Et dans la deuxième édition, éclairée d'Obel et d'Astérix, le passage fait tout simplement allusion à des signes graphiques indiquant l'inclusion de commentaires dans le texte biblique. Lorsque les ventes d'albums s'envolent, Uderzo propose de partager équitablement les droits d'auteur à 50-50 lorsque les ventes évolueront à partir de 300 000 exemplaires. En effet, vu que le dessin étant plus long à réaliser que le scénario, le partage entre le scénariste et le dessinateur se faisait à 1/3-2/3. Goscinny protestera un peu avant d'accepter l'offre. C'est le seul désaccord d'ailleurs qu'ils ont eu en 20 ans de carrière. Astérix serait né en 85 avant Jésus-Christ, le même jour que son meilleur ami Obélix, mais cette révélation est tardive et contradictoire. En effet, on apprend cette information en 2001 avec l'album Astérix et la Traviata, où on célèbre l'anniversaire commun des deux amis, mais précédemment dans l'album Obélix et compagnie en 1976, l'anniversaire du seul Obélix est fêté. Alors soit on se fout d'Astérix, soit il y a un faux raccord. Petit fun fact astronomique, il faut savoir que le 26 novembre 1965, le premier satellite français est envoyé dans l'espace et il s'appelle Astérix.
Quand je l'ai appris, j'ai prié pour qu'il ne se casse pas la gueule, commentera Goscinny d'ailleurs. Pour donner plus d'explications, c'est l'un des responsables du programme spatial français qui a donné ce nom au satellite. D'ailleurs, fait encore plus drôle, je trouve, quand le scénariste remerciera Alain Peyrefit, un Aveyronais en plus qui fut ministre délégué à la recherche scientifique et aux questions atomiques et spatiales. Alors son nom de ministre est un peu compliqué, mais rappelez-vous, en 65, il y avait ça. Bon, revenons-en à la base. Quand le scénariste remerciera Alain Peyrefit de l'hommage fait à Astérix, la grimace du ministre parlera d'elle-même. Car oui, officiellement, le satellite devait s'appeler A-1. Non mais alors là, je suis désolé monsieur le ministre. Appelez votre satellite A1 pour premier satellite. Ah, je suis désolé, hein, j'aurais préféré encore que tu l'appelles Troduc. Hein. A1 quoi. On dirait un putain de code, c'est nul, c'est moche. Regardez les Américains, Hubble, etc. Vous aviez aucune imagination, hein, mon pauvre ami. Publié dans le monde entier, Astérix doit surmonter par contre une étape cruciale et importante, et tout aussi difficile pour n'importe quel film, livre qui soit. La traduction des jeux de mots, et autant vous dire qu'avec Goscinny, qui adore les jeux de mots et qui en plus adore les astuces de langage, c'est très compliqué. Par exemple, il a franchi le Rubicon. Comment restituer une telle calembour en serbo-croate? Mais le scénariste a sa propre méthode. Il demande à ce qu'on lui retraduise en français la traduction pour vérifier le respect du récit et la valeur des gags. Alors, je peux comprendre la méthode, mais alors, étant ancien étudiant, et je pense que vous, si vous êtes étudiant, essayez de traduire quelque chose qu'on a déjà traduit, ça rend totalement l'inverse de ce qu'on veut. Et ça marche pas. Sachez d'expérience que moi, là, avec l'anglais, c'était pas pareil. Hein, ça marchait pas comme ça. Donc, c'est une méthode comme les autres, mais vraiment pas efficace. Preuve d'un ancien étudiant. En 1974, un studio d'animation se crée portant le nom de Studio Idéfix. Pour le logo, les auteurs ont eu l'idée de reprendre un logo bien connu, celui de la Metro-Goldwyn-Mayer, alias MGM, en mettant Idéfix à la place du lion, surmontant de la devise « Délirante isti romanique », qui veut dire en français « Ils sont fous, c'est romain ». Astérix chez les Goths fut le premier tome traduit à l'étranger en 1964. Et il a réussi à faire une grande réussite en Allemagne. Malgré la caricature grinçante que font les auteurs des Goths, à savoir le casque à pointe et l'esprit martial, le succès fut tel qu'en Allemagne ça a très bien marché, et encore aujourd'hui, Astérix et Obélix marche très bien là-bas. Il faut savoir que les auteurs adorent insérer des vedettes du cinéma, de la télévision ou même de la variété dans les personnages secondaires au fil des albums. On peut par exemple avoir Bernard Blier et Sean Connery en agents spéciaux de l'Empire, Guy Lux et Jean Richard, animateurs des jeux de cirque, Jean Gabin, Lino Ventura, Pierre Tchernia et Aldo Maxione en officier ou légionnaire, voire même les Beatles, Annie Cordy et aussi Jean Marais, Jacques Chirac, Kirk Douglas ou même encore Arnold Schwarzenegger. Les aventures d'Astérix ont été traduites en plus de 105 langues et dialectes comme l'anglais, l'allemand, l'italien ou le mandarin, mais aussi des langues un peu plus exotiques comme l'ourdou, le créole réunionnais, l'espéranto et bien évidemment le latin, parce que vous savez très bien que le pape François adore se lire un petit peu le tome Astérix et le Griffon en plein milieu de son petit déjeuner ou de sa prière. En visitant le village d'Erquy, en Bretagne, Uderzo découvrit que la côte correspondait exactement à celle représentée dans les albums, y compris les 3 rochers affleurant à distance de la plage. Une pure coïncidence, a-t-il toujours affirmé. Peut-être, mais en vrai, si ça peut donner une idée de créer un petit village là-bas gaulois, ce serait très drôle, et j'aimerais bien, surtout pour la Bretagne. Le laissez passer à 38. Ah, ne criez pas, hein.
Voilà, c'est la fin des anecdotes sur Astérix et Obélix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une vidéo récapitulative de ce qui va se passer en 2023, puisqu'en effet, certes, vous me suivez peut-être pour certains depuis le début où j'ai relancé en octobre, mais je compte bien continuer l'aventure. J'ai eu 3 mois pour vraiment étudier la chose. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo récapitulative de ce qui va se passer sur la chaîne. Donc à la semaine prochaine. Si vous avez aimé, d'ailleurs avant que vous partiez, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à commenter bien évidemment si vous avez des choses à dire ou que vous voulez parler un peu d'Astérix et Obélix. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre la cloche pour surveiller les prochaines vidéos qui sortiront, parce que je vous dis, il va y avoir du lourd les prochains mois. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine. C'était Yota en direct de la toile. Bonne année 2023 et à bientôt sur YouTube. Ciao!